La question de la nationalité congolaise a toujours soulevé tant d'encre et salive et est sujette à moult débats dans les microcosmes sociopolitiques congolais, où certains politiques et juristes accusent tant d'appréhensions erronées qui nécessitent des études très approfondies. D'où l'intérêt pour nous d'analyser l'article 10 de la Constitution du 18 février qui pose le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise face à la double nationalité qui paraît comme une exigence indispensable pour tout État qui se veut bien sûr moderne. Est-il nécessaire de maintenir l'unicité de la nationalité dans un pays qui a tant besoin d'investissement pour son développement économique? L'exclusivité de la nationalité est-elle indispensable quand on sait que l'analyse de l'article 3, alinéa 2 de la Constitution octroie la nationalité à tous les groupes ethniques et nationaux dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance? À quoi servirait alors l'exclusivité de la nationalité pour de tels Congolais? Voilà autant de questions que nous essaierons de répondre avec Maître Mandiolo Guillaume, à qui nous disons bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Maître, d'entrée des jeux, est-il nécessaire de maintenir l'exclusivité de la nationalité congolaise qui est consacrée par l'article 10 de notre Constitution? Il me semble que c'est une question qu'on doit mettre sur la table pour qu'une réflexion scientifique soit apportée avec des éléments qui construisent ce qu'on doit finalement couler dans nos textes. Cet article, d'ailleurs depuis les débuts de la République, a toujours été lié par une sorte de peur de reconnaître la nationalité d'autres nationalités. Ce n'est pas la double nationalité, c'est le cumul des nationalités. Pourquoi un pays qui se trouve dans notre configuration, avec 9 frontières, et la structuration qui est la nôtre, en fait, découle d'une écriture, d'un dessin occidental, la limite des frontières qui ont été décidées à Berlin. Mais il s'avère simplement que quelqu'un comme moi, qui suis du Sud Kasaï, lorsqu'on parle d'ethnie, qui est déjà un terme péjoratif dans les textes, dans l'article 10, on parle des peuples, pas des ethnies. Donc il y a aussi là à reformuler les textes en question. Donc ethnie aussi, c'est péjoratif? C'est péjoratif. Okay. Et là, vous demandez à ce qu'on puisse ce sont les peuples habitants dans l'espace de la cuvette centrale et aux environs qui ont été par la suite encadrés dans l'étendue appelée État indépendant du Congo. Okay. Ça, on peut se comprendre. Mais ethnie, ça ne veut rien dire du tout. Ethnie, c'est péjoratif, c'est une appellation, une nomenclature venue de l'Occident, parce qu'en Occident, il n'y a pas d'ethnie. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'ethnie wallonne, de l'ethnie flamande? On parle du peuple flamand, du peuple wallon. En vertu de quoi on aurait des ethnies, alors que, à proportion observée, les Wallons et les Flamands, par exemple, en ce qui concerne la Belgique, représentent, au niveau notamment d'un territoire comme les miens de Luisa, à peine les 1 millième du pourcentage de ces territoires. Et par conséquent, ils seraient un peuple, nous serons des tribus ou des ethnies. Non, c'est une mauvaise appellation, une mauvaise nomenclature qu'il faut absolument effacer de notre discours, au même titre que le mot race qui doit disparaître. Il y a la race humaine, il n'y a pas plusieurs races. Donc, sur ces points précis, je pense que c'est la peur. Un pays qui a peur, un pays qui refuse d'exister réellement, un pays qui compte, doit cultiver ce qu'on appelle la volonté de puissance. Oui. Et lorsqu'on regarde la configuration qui est la nôtre, j'ai parlé tout à l'heure des frontières avec 9 pays, et les tracés de frontières décidés par d'autres, pas par nous, ajoutent à cela le mélange qu'il y a eu entre les peuples, divers peuples congolais avec ceux de l'extérieur, notamment dans l'espace européen et dans notre périmètre immédiat. On ne peut pas se permettre de limiter la nationalité à ce niveau-là. Je pense que ce n'est pas objectif. C'est plutôt lié à une sorte de peur, de frayeur de l'autre, ce qui n'est pas nécessaire. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe à l'Est ou dans d'autres coins? S'il y a l'afflux de tous ces réfugiés, ça pourra être
une menace pour la République démocratique du Congo. Pas du tout, ça c'est la frayeur toujours, c'est-à-dire on a peur parce qu'on ne sait pas construire notre État de manière solide, on ne sait pas construire la machine Congo au sens réel du terme, en tenant compte d'où nous venons, c'est-à-dire de la période pré-léopoldienne, et toute la suite, les génocides et le reste, la construction de cette nationalité autour des valeurs sûres que sont les piliers de la nation, il faut construire là-dessus et par la suite estimer que toute personne qui disposerait sur le plan génétique d'une origine congolaise garantie doit absolument bénéficier de cette nationalité-là. Je ne comprends pas, et j'ai vécu ça personnellement. J'ai un fils qui est belge. Son père, moi, je suis congolais. Son grand-père est propriétaire terrien en RDC. Son grand-père fait partie des 44 délégués de la RDC à l'indépendance. Son arrière-grand-père a signé avec les Portugais d'un côté, avec les Belges de l'autre côté, pour pouvoir donner ses terres à la République. Et ces garçons-là, ces petits-fils, arrière et petits-fils, n'auraient pas le droit de venir en RDC en tant que Congolais. Parce qu'il ça pose un problème. Il a Vous savez, deux nationalités. Ça dénature l'essence originelle du sens du caoutchouc, des mains coupées, de la cession des terres, de la mise à disposition de certains peuples, qui sont notamment les Loalois et les Lunda, à la disposition de la République. Donc les propriétaires terriens, au motif que leurs enfants seraient nés à l'étranger, n'auraient pas droit de revendiquer naturellement la nationalité congolaise. Ça pose un problème. Alors que d'autres personnes qui, finalement, n'ont pas vraiment droit, y ont accès assez facilement. Ceux qui ont droit, ce sont ceux qui sont nés de père et mère congolais. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense et je propose qu'on puisse parler du dispositif génétique de tous ceux, d'une manière ou d'une autre, qui, à l'origine, avaient la nationalité congolaise par le fait de leur appartenance au peuple congolais. Maintenant, vous allez tomber sur des personnages aujourd'hui, des races quasiment caucasiennes, de façon extérieure. Parce que un parent dont j'ai épousé une blanche, qui a fait un enfant métis, qui lui-même porte mon nom parce que c'est un garçon, il épouse une blanche, il fait un enfant tout blanc, ces blancs-là ne peuvent pas revendiquer être congolais, alors qu'il est congolais. Dans son dispositif génétique s'y trouvent les gènes congolais. Ses ancêtres, parmi ses ancêtres, il y en a ceux qui ont eu des mains coupées. Voyez-vous, parmi ses ancêtres, il y a des propriétaires terriens, comme les cas chez nous, par exemple. Donc, ce sont des choses qu'on doit revoir absolument de fond en comble. Alors, mais il faut encadrer ça avec des limites tout à fait certaines. Et quelles sont ces limites-là? Parce que l'exclusivité ainsi que l'unicité de la nationalité, telle que consacrée par l'article 10, pour le moment, ça s'avère très important. Non, non, ce n'est même pas important parce que vous savez très bien que depuis 2006, il y a un moratoire. Oui, un moratoire, effectivement. Voyez-vous, ça, c'est un faux fouillon. Nous sommes dans l'amusement et la fantaisie. Nous savons très bien qu'en RDC, une série de personnes ont 2, 3, 4 nationalités. Mais simplement pour ne pas créer des désordres, on dit non, écoutez, bon, on va faire un moratoire. Depuis 2006, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas levé le moratoire jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a dans les institutions de la République les gens qui ont plusieurs nationalités et c'est connu en tant que tel. Mais on ne peut pas continuer à tricher avec les règles. Il va falloir faire des règles qui correspondent à la vie réelle, pas des règles fantaisistes, des règles imaginaires. Il n'est pas possible. À l'heure actuelle, on sait très bien que ceux qui ont passé 30-40 ans au niveau extérieur, parce que pour les besoins de la cause, pour les facilités, il fallait accéder à une autre nationalité, pour circuler, ne fût-ce que pour circuler. Les difficultés qu'a rencontré un Congolais pour pouvoir passer d'un pays à l'autre, aussi bien au départ de chez nous qu'au départ des pays étrangers vers d'autres pays étrangers, sont énormes. Et alors, il faut quand même faciliter. Mais simplement, la limite, puisqu'on parlait des limites, c'est sur le plan interne. Lorsque vous êtes face à un juge congolais ou face à un problème, peu importe lequel, un conflit quelconque, une situation congolaise, la nationalité prédominante du premier attachement est la nationalité congolaise qu'on va devoir considérer. Toutes vos autres nationalités ne seront pas considérées tant que l'histoire se passe en RDC. C'est ce que font à la fois les États-Unis d'Amérique, la France et les pays qui ont ouvert cette possibilité-là. La nation qui compte, c'est la nationalité du fort, donc du pays dans lequel on se trouve. Donc, on doit inscrire ça dans les règles. Le fait que vous ayez la nationalité congolaise, à chaque problème que vous aurez,
Pour nous, vous êtes Congolais. Les autres nationalités qui sont peut-être des facilités, tout ça, vous concernent. On n'a pas à interagir là-dedans, c'est privé. Mais simplement, on prend un exemple sur une des règles que j'aurais pu proposer si jamais j'avais eu les bénéfices d'être à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est les services obligatoires. Si les fichiers de la République disposent de tous les enfants qui naissent avec les patrimoines génétiques congolais, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse appel à eux où qu'ils se trouvent, en leur disant, vous devez faire votre service en RDC. Parce que le moment venu, vous viendrez pour défendre la RDC. Je dis bien les patrimoines génétiques congolais qui est lié au peuple congolais se trouvant dans cet espace-là à l'époque où on a tracé nos frontières. Donc, ces éléments à la fois liés à notre cosmogonie, à notre histoire, à notre philosophie, doivent être pris en compte pour construire notre nationalité. Bon, maintenant viennent ceux qui viennent sans les patrimoines génétiques. Comment est-ce qu'on doit, quelle est la considération à donner à cette catégorie particulière qui viennent acquérir la nationalité congolaise, qui n'est pas d'origine, mais qui est d'acquisition. Parce que, oui, parlant toujours de cette nationalité, maintenant, comment expliquer ce poids? Donc, 2 poids et 2 mesures. Nous avons dans le monde sport, dans le monde où il y a beaucoup plus de sportifs, à qui on accepte facilement la double nationalité, et que vous avez des Congolais belges, des Congolais français qui viennent jouer ici en RDC, alors que pour d'autres cas, c'est comme si on est un peu trop dur. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Non, ce n'est pas qu'on est trop dur parce que nous transportons la situation de la nationalité, qui est d'ailleurs une loi fantaisiste, parce qu'elle ne répond pas à la vérité de la situation et sur le terrain. Elle ne répond pas aux critères. Vous le dites, on l'a dit par rapport aux parlementaires, pour l'essentiel, enfin l'essentiel, au moins en 2006, il y a une grosse partie qui avait été déclarée avoir une autre nationalité, notamment la nationalité belge. Il y en a beaucoup qui ont cette nationalité-là. On a fait un moratoire. Et pour les jeunes gens qui viennent d'Occident, globalement qui sont dans les sports, se trouvent avoir la nationalité de leur résidence et pour les faciliter. On ne peut pas leur dénier ça. On reconnaît qu'effectivement, la RDC sont d'abord fils congolais. Ils sont dépositaires ou ils sont possesseurs du dispositif génétique de la RDC. C'est tout naturel. Mais simplement qu'on écrive la loi dans ce sens-là. Oui. Parce que cette loi n'est pas opérationnelle. On a constaté qu'effectivement, sous cette frayeur de l'Est du pays, sous cette frayeur de la situation de la guerre entre 1998 et 2001-2002, les négociations de Sun City, on est en train de confirmer une situation qui n'est pas opérationnelle, qui ne pourra jamais être opérationnelle. Parce qu'on va tenter tout le temps de faire des dérogations sans l'écrire dans la loi. Parce que la loi ne permet pas qu'un jeune belge, au motif qu'il sait très bien jouer au football, au motif que ses parents seraient d'origine congolaise, doit prendre la nationalité juste le temps de jouer un match. Ça ne ressemble à rien du tout. Okay. Alors sortons de cette supercherie, de cette fausseté pour installer les vraies règles qu'on les applique en tant que telles. Et c'est à quoi on doit s'atteler pour la prochaine mandature, la prochaine législature. Est-ce que, pour le moment, on peut revoir la disposition de l'article 10 de notre Constitution? Mais on doit la revoir absolument. Absolument. Parce qu'elle n'est pas opérationnelle. On vient de le démontrer ici, à la fois pour les jeunes gens qui sont dans les sports et pour certains parlementaires depuis 2006. Elle n'a pas été modifiée parce que la situation reste dans l'état. Vous vous souvenez encore de l'histoire du Premier ministre Badi Banga? Oui. Ce qu'on a eu ici comme cirque, des dénonciations de nationalité, je ne veux plus, je dois rejeter, ainsi de suite. C'est comme si le fait de pouvoir dire ça à partir de la RDC suffisait. Non, ça ne suffit pas du tout. La procédure de dénoncer une nationalité, c'est fait à l'endroit où vous vivez. Donc, dans la commune où vous vivez, vous dites, voilà, je ne veux plus cette nationalité. Il y a une démarche interne au pays qui vous a donné la nationalité, pas externe. Donc, pas de votre propre chef, je suis en RDC, je ne veux plus. Non. La loi belge, par exemple, ne prévoit pas ces mécanismes-là. À la limite, il faut aller à l'ambassade, faire toutes les démarches, parce que vous estimez résider en RDC, vous en faites la preuve. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes toujours résident en Occident, en Belgique en particulier, vous devez faire la démarche au départ de votre commune pour pouvoir renoncer à cette nationalité. C'est très complexe. Ce qui fait qu'on fait souvent des démarches fantaisistes. Oui, j'ai renoncé et finalement, derrière ça, dès qu'on traverse la frontière, de l'autre côté, on récupère son passeport, on fait le tour du monde parce qu'il y a des facilités par rapport à ça. Donc, vous défendez la double nationalité? Je défends
la multiple nationalité, pas la double. Ça veut dire, en fait, cette terminologie de double nationalité ne veut rien dire. Oui. Parce qu'il y a une première nationalité qui est celle qu'on doit conférer sur base de ce que je viens de dire, du patrimoine génétique d'origine, par rapport à ce qui nous lie, notre cosmogonie, notre philosophie, notre politique, notre histoire. Et tous les descendants congolais doivent obligatoirement, tous les descendants congolais, tous ceux qui ont le patrimoine génétique congolais doivent obligatoirement, où qu'ils se trouvent, avoir cette nationalité d'origine. Avec ça, ils auront d'autres nationalités, on concède, il n'y a pas un problème. Mais lorsque vous faites face à la RDC, la seule nationalité qui sera considérée, ce sera celle congolaise. L'autre, vous êtes américain, non, je suis américain. Non, non, monsieur, vous êtes d'abord congolais. Vous êtes ici en tant que congolais. On vous a reconnu cette qualité-là. Et ça empêchera aussi aux gens qui sont dans les systèmes de mercenariat, vous êtes mercenaire par ici, non, je ne suis pas. Non, non, vous êtes d'abord congolais, on vous l'a reconnu dès le départ. À la naissance, je pense qu'on va devoir commencer à déclarer auprès des ambassades en disant, voilà, mon fils ou ma fille vient de naître ici à New York ou à Paris ou ailleurs, et il a la nationalité française, américaine ou belge, mais il est quand même, nous sommes d'origine congolaise, et par conséquent, il faut quand même apprêter sur son passeport congolais. On le fera. Ce qui fait que le moment venu, vous serez appelé à répondre devant les instances ou les institutions congolaises parce que vous êtes d'abord, pour nous, congolais sur le fondement du patrimoine génétique. Et vous avez droit en ce moment-là d'aller aux élections comme tout le monde, vous avez droit en ce moment-là d'accéder à la fonction publique. Donc, vous bénéficiez de tout ce... En tant que Congolais, naturellement... L'exclusivité, l'unicité des nationalités, c'est révolu. Non, non, c'est révolu, ça. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Ça ne veut rien dire du tout. C'est une peur quasi basique, inacceptable pour la globalisation, pour la puissance d'un pays. Vous ne pouvez pas être un pays puissant si vous n'avez pas mis en place un mécanisme d'aller chercher ici ou là les éléments de construction d'un pays, notamment l'intelligence. Vous ne pouvez faire la vraie quête de l'intelligence qu'en adoptant la forme de l'eau, comme disait Sun Tzu. C'est-à-dire, je suis à l'étranger, on me confond avec tous les étrangers en portant cette nationalité-là. Une fois terminé mon office, je rentre en RDC avec la coloration congolaise qui est la mienne d'origine, celle de mes parents. Merci beaucoup, Maître Guillaume Mandiolo. L'analyse de l'article 10 face à la double nationalité, telle a été notre thématique de ce jour dans Juridico. Restez branchés sur la même chaîne Télé 50.